Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce nouveau webinaire de la Fabrique de l'exportation, euh, consacré aux stratégies des constructeurs chinois pour pénétrer le marché européen dans un contexte de surtaxe appliquée par l'Union européenne et de stratégies plus largement de la filière des équipementiers automobiles dans ce contexte de concurrence asiatique de plus en plus dense. Alors, avant de donner la parole à nos participants, je voudrais donner un peu le contexte et l'intérêt de ces travaux, les raisons pour lesquelles nous avons fait venir les participants. Hier, Le Monde titrait l'industrie européenne face à la déferlante chinoise, avec des analyses européennes sur les marchés européens ou africains notamment, qui faisaient état de plus 10% par rapport à un an en arrière, jusqu'à plus 22-25% d'exportation Chine, marché de destination, avec ce que certains économistes nomment déjà comme un deuxième choc chinois, après celui de l'OMC, l'entrée de l'OMC, l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Autre témoignage, celui de Ilse Henne, membre du directoire de l'allemand ThyssenKrupp, qui a dit il y a une semaine, est-ce que nous voulons produire encore des véhicules en Union européenne? Oui ou non? Si oui, nous devons prendre des décisions. Voilà. C'est donc que l'heure est, sinon grave, du moins complexe pour la concurrence chinoise sur le matériel automobile, mais bien évidemment dans d'autres domaines. Et nous espérons que ce webinaire aura deux fonctions. La première, c'est de permettre de comprendre aux acteurs la stratégie de leurs concurrents chinois pour être dynamique sur le marché européen. Et la deuxième, c'est de permettre de comprendre aux entreprises, faire comprendre aux entreprises européennes et françaises qui veulent s'internationaliser qu'il y a différentes stratégies pour contourner des droits de douane dans le monde, vu que les droits de douane sont plutôt à la mode en ce moment. Voilà, avec nous, Carole et Philippe Jean Amance, économiste en management international, enseignant-chercheur à Toulouse. Je vous laisserai vous présenter pour une première partie de présentation sur les stratégies des constructeurs chinois. Et également Aziz Belaouda, Valeo, équipementier, responsable des affaires externes et soutenabilité, qui prendra la parole dans un deuxième temps, après quoi nous aurons un moment d'échange et surtout, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Carole et Jean-Philippe, la parole est à vous. Je coupe mon micro, vous pouvez partager votre webinaire. Bienvenue à vous. Alors, je partage. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour ma part, je vois le slide d'introduction, absolument. Bon. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci beaucoup, Monsieur Boulet, de nous avoir conviés à cette présentation. Moi, je suis Carole Jean-Amand, je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse et je travaille essentiellement sur les stratégies d'internationalisation des entreprises. Je remercie Bruno Hamann, mon directeur de thèse, qui est présent à cette invitation. Et j'avais également dans mon jury de thèse Ulrike Mayhofer et Philippe Véry, qui sont bien connus de la fabrique. Je laisse Philippe se présenter. Alors bonjour, moi je suis Philippe Jean Amand, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse aussi et membre du LEREPS, laboratoire d'économie à Sciences Po Toulouse, très intéressé par toutes les questions de l'internationalisation des entreprises aujourd'hui et leur positionnement à l'international. Voilà, je remercie celles et ceux qui se sont connectés et qui se connectent encore pour on va dire, ce webinaire privilégié. Bien, alors dans quel contexte se situe notre recherche? Ce travail, nous l'avons présenté à la conférence Atlas AFMI de La Rochelle en mai 2025. On a eu l'occasion d'en discuter, Jean-Christophe, à ce moment-là, puisque tu étais également présent. Ce congrès portait sur des questions de souveraineté. À l'heure actuelle, c'est vrai que l'environnement international est marqué par de fortes incertitudes, d'instabilité, exacerbées par les mesures de Donald Trump récemment qui bouleversent les chaînes de valeur mondiales. Et depuis quelque temps, on remarque une volonté de certains États à renforcer leur souveraineté
nationales et ça se traduit notamment par des mesures de protectionnisme. Donc, dans les mesures de protectionnisme, on peut parler de droits de douane, mais nous, on va se centrer aujourd'hui sur la mise en place de droits anti-dumping ou encore l'application de mesures non tarifaires. Alors, il y a quand même un paradoxe dans la littérature. On a gommé pas mal d'aspects théoriques, mais ce qui est intéressant quand même dans la littérature récente, c'est que malgré la multiplication des accords commerciaux qui ont eu lieu ces dernières années, donc ça veut dire que des barrières tombent, on assiste paradoxalement simultanément à une montée des droits anti-dumping sur la même période. Donc ce qui donne les prémices quand même du contexte actuel où, comme tu l'as souligné Jean-Christophe, on assiste ces dernières années à une arrivée massive des voitures électriques chinoises sur le continent européen, puisque c'est ce qui nous préoccupe dans cette étude. Et face à ça, l'Europe a réagi en diligentant une enquête anti-subvention en octobre 2023. Donc cette enquête anti-subvention, elle portait sur l'ensemble de la chaîne de valeur des constructeurs de véhicules électriques, notamment les subventions qui étaient accordées à l'extraction de matières premières nécessaires à la production de batteries, à la chaîne de production des BEV, BEV, c'est les véhicules électriques, mais aussi aux services de transport maritime qui étaient nécessaires pour acheminer les véhicules vers les ports de l'UE. Donc, cette enquête anti-subvention, elle a donné lieu à des droits compensateurs qu'on appelle droits anti-dumping, qui ont été mis en place en octobre 2024 pour chacun des constructeurs, donc en plus des droits de douane déjà existants qui étaient de 10%. Et on va voir sur les cas que l'on a sélectionnés que ces droits anti-dumping vont s'élever entre 7% pour Tesla, 7,8%, et un peu plus de 35% pour SAIC. Donc cette enquête, ces droits anti-dumping, ils ont été déterminés en fonction du degré de participation ou de réticence du constructeur à collaborer à l'enquête. Certains ont été un petit peu plus réticents à collaborer, et également, ça prenait en compte le niveau estimé de subvention qui était accordé par le gouvernement chinois. Alors, la production de véhicules, tu l'as souligné, de véhicules électriques en Chine est particulièrement soutenue par la Chine, notamment par le plan Made in China 2025 qui était élaboré dès 2015. Et ce programme avait pour ambition de permettre à la Chine de passer de son usage d'usine du monde au statut de grande puissance industrielle. Donc, ça s'est traduit par des investissements massifs et l'obligation pour les partenaires étrangers de s'associer à des partenaires locaux pour transférer une partie de la technologie. Donc, on voit que sur l'initiative Belt and Road Initiative, il y a eu des investissements massifs qui ont été effectués dans les infrastructures de transport et de logistique. On connaît tous le rachat notamment du port de Pirée en Grèce, transport et logistique, pour permettre à la Chine de faciliter, de fluidifier ses échanges vers les pays de destination. Donc ici, on a la carte de collaboration. Et donc, je vais prendre le relais par rapport à la présentation. Donc, cette carte des collaborations, c'est une figure qui donne une illustration assez concrète de la complexité des collaborations existantes entre les constructeurs chinois, européens, américains et coréens, ainsi que les Indiens et les Japonais. On se rend compte qu'il y a ici un maillage de collaboration industrielle et commerciale qui est relativement complexe. Je vous laisse apprécier la figure qui est sous vos yeux, que nous pourrons partager plus avant, mais qui montre à quel point finalement les constructeurs sont engagés dans une coopétition qui est menée par l'ensemble de ces constructeurs automobiles, qu'ils soient chinois ou occidentaux. Les informations qui sont partagées sont sourcées auprès de Jato Dynamics, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et qui finalement aujourd'hui est une ressource en termes de données qui est relativement opérante, sachant qu'il est quand même relativement complexe de collecter une information auprès des constructeurs directement aujourd'hui, afin de on va dire, de pouvoir découvrir la stratégie ou les stratégies qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Alors, par rapport à ce partage de la complexité, on peut observer ici que
La collecte de données s'est faite en 2 étapes. D'abord, la mobilisation d'une base de données d'information qui est combinée au recueil de données secondaires, qui sont issues de la presse économique en général. Là encore, l'intérêt était de pouvoir recenser dans cette presse les projets d'implantation des constructeurs au sein des pays autres que la Chine, et ceci à partir de mots-clés tels que protectionnisme de l'UE sur les BEV, constructeurs chinois de voitures électriques, implantation industrielle en Europe, pardon, ou bien dans le reste du monde, ou encore co-entreprise avec les constructeurs automobiles occidentaux, etc. Dans un second temps, la volonté a été d'utiliser une approche qui soit comparative par rapport au cas que nous avons étudié et que nous verrons dans un tableau suivant, afin de pouvoir identifier les différentes stratégies de conquête de marchés étrangers de ces différents constructeurs et ainsi observer les projets d'implantation de sites de production potentiels à venir ou déjà réalisés. Enfin, à partir de l'ensemble de ces informations recueillies, eh bien, nous avons mené une analyse qui a permis de proposer une classification des différentes réponses d'ajustement de ces constructeurs, confrontés là encore aux mesures de rétorsion de l'Europe telles que les droits anti-dumping qui nous occupent aujourd'hui. Alors, les différents cas étudiés, il y en a au total 13, et dans ces 13 principaux cas, eh bien, nous avons choisi les 13 principaux producteurs d'automobiles BEV en Chine. Là encore, les 12 plus grands constructeurs chinois, plus Tesla, qui est l'unique entreprise à avoir une usine de production en propre en Chine. Quand je dis en propre, lui appartenant seul, alors que pour l'ensemble des autres constructeurs, ils ont été dans l'obligation de passer par des co-entreprises. Donc c'est aujourd'hui le seul constructeur occidental qui produit en Chine sans avoir eu recours à une joint venture. Par rapport à ces éléments-là, on retrouve donc dans les cas étudiés SAIC, qui est une entreprise publique, comme indiqué sur le tableau, qui bénéficie d'un certain nombre de co-entreprises avec Volkswagen, GM, et qui, dans les pays de production autres que la Chine, est aujourd'hui présente au Pakistan, en Inde, en Indonésie ou encore en Thaïlande. Les projets d'implantation sont assez nombreux aussi, puisqu'il y a le Nigeria, l'Espagne, la Turquie, l'Égypte ou encore le Mexique. Mais on peut observer dans ce tableau, parce qu'on va faire peut-être en sorte de ne pas passer l'intégralité des 13 cas retenus, on va dire avec le détail à chaque fois, mais ce qui est important d'observer ici, c'est le fait que l'enquête européenne a conduit à une taxation maximale pour SAIC, ce qui laisse présager que les informations recueillies n'ont pas été à la hauteur des espérances de l'Union européenne pour pouvoir prétendre à on va dire, à un niveau de taxation plus faible concernant les véhicules produits par le groupe SAIC, qui, je le rappelle, parce que nous ne l'avons pas indiqué sur ce tableau, sont essentiellement pour les véhicules qui nous intéressent en Europe, la marque MG. On l'a rappelé dans d'autres slides, mais je préfère le signaler immédiatement. Donc, dans un second temps, je vais quand même en citer un autre, c'est BYD, parce que c'est aujourd'hui tout de même le premier constructeur mondial de voitures électriques qui a devancé Tesla depuis la fin de l'année 2024. Et là encore, on est dans une opposition assez forte avec SAIC, parce que SAIC est une entreprise publique, alors que BYD est une entreprise privée. Et on peut observer d'ailleurs que eh bien, les différents pays d'implantation ont des similitudes. Les projets d'implantation, il y en a aussi de nombreux, tant on va dire, en Europe qu'à l'international, mais surtout, on se rend compte qu'on a on va dire un taux de droit anti-dumping qui est quasiment divisé par 2 par rapport à l'entreprise SAIC, qui est une entreprise publique. Ce qui nous permettra de revenir ensuite sur le fait que les subventions chinoises n'y sont pas étrangères. Donc, parmi les entreprises qui sont citées ici, donc, on a passé rapidement, il y a donc Chery, il y a le groupe BAIC, là encore 2 entreprises publiques, Geely qui est une entreprise privée, GWM qui est une entreprise privée, Changan qui est une entreprise publique. Et là encore, l'intérêt de cette classification nous permet d'observer que, eh bien, on a malgré tout, pas tout à fait à parité dans ces 13 constructeurs, mais quasiment, le fait d'avoir des entreprises publiques et des entreprises privées qui ont une posture assez différente à l'égard de l'enquête qui a été conduite par l'Union européenne et des droits anti-dumping applicables. Donc ici, on peut observer que les implantations qui sont réalisées actuellement par les 13 principaux constructeurs de véhicules électriques sont
partout dans le monde, sauf pour une entreprise en particulier, qui est celle du bas de tableau, qui est l'entreprise Tesla, qui, elle, a décidé essentiellement d'être présente en Allemagne, aux USA et donc en Chine pour l'instant. Et les projets d'implantation futurs sont pour l'instant relativement gelés, hein, au regard, on va dire, du positionnement de Tesla sur le véhicule électrique à l'international. Donc, parmi les constructeurs de véhicules électriques, et ces 13 sélectionnés, nous allons maintenant nous intéresser à la matérialisation que nous avons donnée de cette projection avec un modèle d'analyse des réponses stratégiques que je laisse présenter à ma collègue Carole. Voilà, donc ici sur le cartouche du haut à gauche, vous avez le niveau de conformité de la réponse des constructeurs à l'enquête de l'Union européenne anti-subvention, qui a donné lieu donc au taux de droit de douane, donc sur conformité, conformité ou sous conformité. Ceux qui sont dans la position de sous-conformité sont ceux qui ont été particulièrement réticents à transmettre des informations ou bien qui bénéficient d'un niveau de subvention très élevé qui a donné lieu pour SAIC notamment à des taux de droits de douane les plus élevés avec 35% de droits anti-dumping, pardon. La conformité pour ceux qui s'y sont conformés avec des taux allant de 17 à 20%. Et sur la surconformité, on y affecte le groupe Tesla, enfin le constructeur Tesla. Pourquoi? Parce que c'est le seul à avoir bénéficié d'un taux de droit anti-dumping aussi faible, avec 7,8. Tesla, il a agi d'une façon particulière. Il a anticipé finalement l'enquête anti-subvention en demandant à l'Europe un traitement particulier du fait que ce soit une entreprise étrangère qui ne soit pas engagée dans une co-entreprise en Chine. Donc cette démarche qu'on pourrait peut-être qualifier de lobbying, d'anticipation en tout cas, lui a fait bénéficier de conditions beaucoup plus favorables par rapport à la réponse de l'Union européenne sur ces droits anti-dumping. Donc on voit que donc, ça a donné lieu à des mesures protectionnistes qui sont plus ou moins faibles selon le niveau du taux. Et parmi les réponses stratégiques que nous avons identifiées, que l'on va balayer à suivre, on a pu identifier donc le contournement des mesures protectionnistes par les alliances, le contournement selon les pays d'implantation, le contournement par le process de production, la compensation par les prix, ou enfin la dernière stratégie, le retrait ou la suspension des investissements. Donc on va commencer par le contournement des droits anti-dumping par les alliances. Et ici, donc, on voit que l'accès aux ressources des partenaires, on l'a vu par la carte du maillage que l'on avait sur le niveau de co-entreprise que les constructeurs chinois avaient fondé, l'accès aux ressources clés des partenaires va constituer une réponse stratégique clé leur permettant de contourner ces droits anti-dumping. Et il faut rappeler qu'on est quand même dans un contexte de surdimensionnement à l'heure actuelle de l'appareil productif européen, avec des ventes qui sont quand même ralenties en Europe. Et face à ça, on a quand même une surproduction de la Chine avec un nombre de véhicules qu'il faut absolument écouler sur les marchés autres que la Chine. Donc on voit ici un exemple concret qu'on a la création de la co-entreprise de Chery avec un groupe espagnol qui s'est effectué à Barcelone et qui va permettre d'utiliser l'ancien site industriel de Nissan à Barcelone. Donc utiliser l'infrastructure de Nissan sur le continent européen pour permettre à Chery de développer ses véhicules en Europe. On a également Geely qui a créé une co-entreprise avec Renault en 2022 pour bénéficier notamment qui va lui permettre en tout cas de bénéficier des infrastructures du groupe Renault pour produire ses voitures électriques. Vous avez la photo de l'usine ici qui va se situer en Espagne dans le projet qui est annoncé. Et enfin, un projet de Leapmotor, on y reviendra, la co-entreprise avec Stellantis créée en 2024 et la production du modèle de BEV T03 dans une usine appartenant à Stellantis en Pologne. Mais l'actualité annonce déjà des bouleversements, ça va très vite en ce moment, donc on y reviendra un petit peu plus loin. Ensuite, on a le contournement par les pays d'implantation qui peut donner lieu à trois modalités. Le contournement par l'implantation d'usines au sein de l'Union européenne, le contournement par des pays tiers
à l'UE et enfin le contournement par des pays tiers à la Chine, dans le but là, de réexporter des véhicules en Europe. Donc sur la première modalité, contournement au sein de l'UE, bon là c'est assez explicite, pour éviter d'être assujettis à ces droits anti-dumping et même aux droits de douane. Que font les constructeurs chinois? Ils implantent leur site de production en Europe. Donc on a un projet qui est prévu en Hongrie en 2025 pour BYD. On a également un projet d'usine prévu pour SAIC, pour la marque MEG, en Espagne en 2027. Et on a également un projet avancé de Dongfeng d'implanter une usine en Italie. Bon, là, à ce stade, ce projet, il n'est pas encore finalisé. On y reviendra un petit peu plus loin parce que Meloni, du gouvernement italien, était favorable à la mise en place des droits anti-dumping et la Chine se montre réticente à favoriser des pays d'implantation qui ont voté pour la mise en place de ces droits anti-dumping. Deuxième modalité sur les pays d'implantation, le contournement par des sites de production dans des pays tiers à l'Europe, oui, par contre, bénéficiant d'accords commerciaux préférentiels. Donc là, on a un projet qui est annoncé en 2025 en Turquie pour BYD, qui permettrait, par un accord préférentiel, de bénéficier d'une exemption de droits de douane et droits anti-dumping. Également, un projet de Chery, SAIC et GWM d'une implantation d'assemblage, là aussi, en Turquie, pour conquérir le marché européen, sachant que, on y reviendra un petit peu plus loin, et enfin Geely, qui a un projet d'implantation au Vietnam qui bénéficie d'un accord de libre-échange aussi entre le Vietnam et l'Union européenne. Troisième possibilité, troisième modalité, le contournement par l'implantation d'usines dans des pays tiers à la Chine, avec pour objectif de réexporter leurs véhicules en Europe. Donc là, on voit qu'on a SAIC avec NG et GAC Motor qui sont déjà opérationnels en Thaïlande. Il y a un véritable hub de production, d'assemblage qui se crée en Thaïlande et également un site de production qui est en perspective pour 2025 pour Chery et Chang'an. Donc on en arrive à la troisième stratégie qui est le contournement par le process de production. Donc, pour le contournement par le process de production, on va essentiellement avoir comme technique mise en œuvre la technique du semi-knockdown, le SKD, plus communément connu, qui consiste à importer les principaux composants fabriqués en Chine pour être assemblés dans les sites implantés au sein des marchés de destination, que ce soit l'Europe ou l'international, ou encore la technique du complete knockdown, le CKD, qui consiste donc à importer des kits de véhicules complets qui seront assemblés localement dans les usines d'assemblage. À ce titre, on peut observer que... Pardon. Ici. Oui. Alors, à ce titre, on peut observer que pour le contournement par le process de production, nous avons le cas de Leapmotor en collaboration avec Stellantis, puisque nous avons une co-entreprise qui a été créée en 2024. L'assemblage en Pologne de kits directement livrés par les usines chinoises a été mis en œuvre dès l'annonce des taux par l'Union européenne, et c'est on va dire une co-entreprise avec Stellantis qui finalement a bénéficié d'une usine de production en Pologne qui appartenait au groupe Stellantis et qui a été mise à disposition de Leapmotor pour produire la T03. Mais malheureusement pour, on va dire, Leapmotor et pour le groupe Stellantis, eh bien, il y a eu un arrêt assez brutal de cette production qui a dû s'opérer à partir du 31 mars 2025, tout simplement parce qu'il y a eu au niveau européen une prise de conscience des différents pays de l'Union européenne qui ont tous, ou une majorité, décidé de légiférer de façon à pouvoir octroyer le bonus localement dispensé aux clients finaux, de façon, on va dire, beaucoup plus distanciée entre l'assemblage de véhicules et la production effective de véhicules, mais on y reviendra un petit peu plus loin puisque j'ai les détails sur cet arrêté. Donc ça, c'était pour Leapmotor Stellantis. Nous avons aussi Chery et SAIC à travers la marque MEG qui, eux, ont importé des kits de véhicules complets assemblés localement dans d'autres pays que l'Union européenne. Donc toutefois, on peut considérer que, là encore, cette stratégie amène les constructeurs à être confrontés
à cette dotation du bonus écologique pour l'Europe en l'occurrence, et ceci affecte leur compétitivité de façon importante, sachant que c'est ce qui a conduit l'entreprise Stellantis, en l'occurrence pour son véhicule d'entrée de gamme dans la co-entreprise Leapmotor, à arrêter la production parce qu'il était tout simplement plus pertinent à ce moment-là de rapatrier la production en Chine que de continuer à livrer des véhicules semi-assemblés en Pologne pour la destination finale de l'Union européenne, puisqu'ils ne bénéficiaient plus, du bonus. Donc l'intérêt qui s'était manifesté a été quelque peu battu en brèche, et on retrouve ici, dans le cadre de la compensation par le prix, la quatrième stratégie qui pouvait être mise en œuvre. On se rend compte que les constructeurs peuvent ici encore adopter une technique qui va être de pouvoir compenser ces taxes supplémentaires anti-dumping. On l'a observé en l'occurrence avec le groupe SAIC et les véhicules MEG vendus en Europe, par des subventions accordées là encore par la marque, mais qui très souvent sont impulsées par le gouvernement chinois. Je rappelle que SAIC est un groupe public qui a été en plus mis à l'index avec le maximum de la taxation, puisqu'il a été observé que le niveau de subvention versé par l'État chinois à cette entreprise était relativement important, mais là encore, faute de données explicites fournies par l'entreprise, eh bien, l'Union européenne a dû, on va dire, se rabattre sur une taxation effective qui est la plus forte, tout simplement parce qu'il y a une opacité quant au financement potentiel qui peut être dispensé par le gouvernement chinois. Dans un second temps, le renforcement des pressions sur les équipementiers par les constructeurs chinois a été relativement important. Je pense que notre collègue qui présentera ensuite ses travaux pourra nous montrer peut-être ou valider le fait que cette baisse de prix qui était relativement importante de l'ordre de 10% n'a pas pu être absorbée par l'ensemble des équipementiers travaillant avec les constructeurs chinois. En l'occurrence, là, nous avons des exemples pour BYD. Concernant les résultats des travaux que nous avons conduits, on a pu observer que, là encore, c'est le retrait ou la suspension des investissements qui finalement a été la plus observable, et c'est le retrait ou la suspension des investissements qui nous montre ici que Pékin a demandé au moment de la mise en œuvre et de la mise en place de l'enquête et ensuite des droits anti-dumping, il a demandé à ses constructeurs, notamment, comme c'est indiqué ici, BYD, SAIC et Geely, d'éviter tout investissement au sein des pays de l'Union européenne qui avaient été favorables à ces droits anti-dumping. Alors, d'ailleurs, on a pu observer au cours de nos travaux que finalement, en cours de travaux, on a des pays qui finalement avaient été favorables aux droits anti-dumping, tels que la France, l'Italie ou encore la Pologne, qui se sont trouvés écartés de projets qui finalement avaient été initialement conduits et qui ont été mis de côté, pour certains pas totalement, puisqu'on va pouvoir observer que certains constructeurs ont décidé seulement de les geler. Peut-être de façon à pouvoir observer quels seraient les assouplissements potentiels que l'Union européenne serait en capacité de fournir. Donc Chery a déjà décidé de reporter d'1 an son projet d'ouverture en Espagne, puisque l'Espagne faisait partie des pays qui ne leur avaient pas été foncièrement favorables. Et là encore, c'est quelque chose qui avait été annoncé à la fin de l'année 2024, mais qui aujourd'hui n'est pas résolument enterré. C'est toujours un projet qui est à l'étude. Par rapport à ceci et aux travaux qui ont été conduits, les conclusions que nous pouvons formuler, je vais laisser la parole partiellement à ma collègue et ensuite je reprendrai la parole pour les présenter. Oui, donc ce qu'on peut dire rapidement pour conclure, être dans les temps, c'est qu'on se rend compte que ces stratégies ne sont pas exclusives les unes des autres pour les constructeurs et qu'ils sont en capacité de combiner plusieurs stratégies dans le même temps avec une conformité aux contraintes institutionnelles pour les uns et dans le même temps diverses formes de stratégies de contournement des barrières en place ou à venir. Et on se rend compte effectivement que les entreprises chinoises font preuve d'une capacité redoutable de résilience et d'adaptation aux environnements institutionnels instables, leur permettant justement de trouver très rapidement des solutions alternatives pour contourner ces différentes barrières. À l'heure actuelle, on a aussi un recentrage de certains constructeurs sur des modèles hybrides qui permettent là aussi de pouvoir contourner les droits de douane. Ça a l'air d'être
dans l'air du temps à l'heure actuelle, ce recentrage, de ne pas être dans des sites de production exclusivement de voitures électriques pour contourner ces barrières et puis peut-être répondre aussi aux exigences des consommateurs locaux. Voilà, donc pour la suite, Alors peut-être un point complémentaire sur ce recentrage de certains constructeurs. On l'observe déjà, hein, puisque vous pouvez observer que, en l'occurrence, BYD, qui à son origine était un fabricant de batteries, a évolué vers la fabrication d'automobiles électriques uniquement, des BEV donc, et qui finalement a décidé depuis l'année dernière de s'orienter suite, on va dire, à l'enquête qui a été conduite et à ses droits anti-dumping, a décidé de s'orienter opportunément vers, là encore, la possibilité d'offrir au marché européen, en l'occurrence, des PHEV et des MHEV, c'est-à-dire des véhicules hybrides qui correspondent aux attentes de la clientèle européenne, mais surtout qui évitent les droits anti-dumping. Donc on observe là qu'il y a un opportunisme latent, même de la part d'un constructeur comme BYD, qui est le premier fabricant aujourd'hui de véhicules électriques, pour tenter de convenir au plus grand nombre, sachant qu'aujourd'hui l'appareil productif chinois est tel qu'ils ont un besoin incontournable de pouvoir écouler leurs véhicules. Et écouler leurs véhicules électriques ou éventuellement PHEV ou MHEV. Et de surcroît, j'aimerais compléter sur ce point en montrant que depuis que nous avons conduit ces travaux, nous en conduisons pour le futur encore de nouveau sur cette thématique, on observe que les constructeurs chinois nouent de plus en plus de co-entreprises avec les constructeurs occidentaux sur le développement du thermique. Considérant que là encore, ce développement du thermique, les constructeurs chinois sont très en avance pour l'électrique, ce qui a été dit d'ailleurs en préambule de ce webinaire, montrant que là encore, on avait quelques longueurs de retard pour les occidentaux, mais en l'occurrence, les constructeurs occidentaux ont des longueurs d'avance sur le thermique. Et ces co-entreprises, il ne faut pas s'y tromper, les constructeurs chinois essaient d'en tirer la quintessence pour se mettre au niveau du thermique, où ils pourraient éventuellement, grâce à leurs travaux complémentaires, pourquoi pas prendre le lead. Donc il y a là aussi un enjeu pour les constructeurs occidentaux à développer des co-entreprises, mais à bon escient, pour éviter de se trouver dépouillés d'un savoir-faire qui est quand même pour l'instant réservé aux occidentaux. Bien, j'en termine avec la dernière conclusion que nous avons tirée. Il serait intéressant de pouvoir comparer l'influence de l'augmentation massive de ces barrières tarifaires qui sont imposées aujourd'hui par le gouvernement américain. Massive et fluctuante. Oui, c'est vrai. Et fluctuante, même très fluctuante, c'est tout à fait vrai, sur les stratégies d'ajustement qui sont déployées par les constructeurs automobiles chinois. Parce que là encore, ils ont une capacité d'adaptation qui se montre bien supérieure à celle que nous avons, on va dire, la faculté à pouvoir observer chez les constructeurs occidentaux, qui finalement avaient une pratique stratégique qui était de considérer qu'il y avait un certain nombre de paramètres qui étaient les leurs, et quand je dis de paramètres de process et de protocoles dans la fabrication automobile qui leur appartenaient, sans se rendre compte que, là encore, toutes les joint ventures et les co-entreprises qui ont été mises en œuvre les ont dispensées aux constructeurs chinois qui s'en sont saisis et ont su les adapter encore plus grandement que les occidentaux. Je m'arrête là. Merci pour le temps. Ok, merci beaucoup Philippe et Carole d'avoir mis en perspective la montée, l'apparition des droits anti-dumping et ces stratégies d'adaptation et de réponse. Merci beaucoup. On vous retrouvera pour les questions. Aziz Belaouda, bienvenue. Vous représenterez à présent les équipementiers qui ont été mentionnés également dans la présentation de Carole et Philippe. Je vous laisse la parole pour montrer les enjeux liés aux équipementiers dans ce contexte concurrentiel et la position de Valeo pour répondre à cette menace concurrentielle sur l'industrie européenne. Merci. À vous, Aziz. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon... Absolument, parfaitement. Vous le voyez. Bon, ben c'est parfait. Ouais. Écoutez, c'est parfait. Juste un instant que je le règle correctement sur mon écran. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Je suis heureux d'intervenir dans ce webinaire et je remercie Jean-Christophe Guesta et la Fabrique de l'Export de m'avoir convié. Donc je m'appelle Aziz Belaouda et je suis en charge des affaires publiques internationales pour le groupe Valeo
Puis j'ai une sensibilité naturelle au sujet de l'export parce que dans une autre vie professionnelle, j'ai travaillé pendant 7 années d'abord auprès du directeur général du Bifrance, puis en mission économique en Chine et en Australie. Donc ici, mon rôle sera de partager la manière dont un acteur majeur en fait, de la filière automobile, en l'espèce Valeo, s'adapte au contexte qui vient d'être dépeint et auquel je souscris entièrement. C'est quelque chose qui vient d'être présenté vraiment représente à la perfection et de manière très, très synthétique ce que nous, on vit au quotidien au sein de la filière automobile. Et donc, je voulais vous présenter comment Valeo s'adapte au contexte et puis contribue activement à définir une réponse européenne à cette situation qui est assez dramatique. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter Valeo, puis après dresser un état des lieux de la situation de l'industrie et vous proposer la proposition que nous portons, qui est sur le contenu minimal européen. Je tiens juste à m'excuser parce que contrairement à ce qu'on voit sur la première slide qui est trompeuse, les autres slides seront en anglais. C'est un peu c'est notre langue essentielle de travail, même en France. Donc Valeo, c'est un groupe centenaire, c'est un groupe emblématique de l'industrie automobile française et même européenne. On est, je tiens à le dire, champion de l'export avec la plus grande partie de notre production en France qui est exportée. Et on est d'ailleurs également, pour la petite histoire, la première entreprise utilisatrice de VIE en France, dans le monde. Donc Valeo, aujourd'hui, c'est donc un équipementier automobile. On a 106 000 collaborateurs à travers le monde. On est présent dans 28 pays, on a 155 sites de production et nous faisons un chiffre d'affaires de 21,5 milliards d'euros pour l'année 2024, pour moitié en Europe, mais déjà un tiers en Asie. Donc, concernant le développement international de Valeo, puisqu'on est une entreprise très internationalisée, notre rôle en tant qu'équipementier est d'accompagner l'ensemble des constructeurs là où ils sont implantés. Pardon, je n'ai pas bien noté. Merci. C'est pourquoi nous avons adopté une approche en fait régionalisée qui vise à limiter autant que possible l'étirement de la chaîne de valeur. Cette logique s'applique en Europe comme dans toutes les grandes régions du monde. Donc historiquement, c'est vrai que on s'est développé dans le bassin industriel traditionnel de l'automobile, qui était l'Europe de l'Ouest. On travaille avec les grands groupes européens que sont Renault, Stellantis, Volkswagen, BMW, Mercedes. Mais au fil du temps, on a suivi l'évolution du marché et les besoins de nos clients. Cela nous a conduit à collaborer également avec les constructeurs, dans un premier temps américains, notamment dans leur bassin industriel naturel qui est le Michigan. On travaille avec Ford et General Motors. Et on a suivi le développement international de l'automobile en Asie, d'abord avec les constructeurs japonais et coréens, Toyota, Honda, Hyundai. Et enfin, nous avons su nouer des partenariats avec les nouveaux acteurs chinois dans un contexte où l'industrie automobile, comme nous le savons tous, est pleinement mondialisée. Donc la Chine, en fait, occupe une place toute particulière dans l'histoire de Valeo, puisqu'on y est présent depuis 30 ans. On y compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. C'est notre plus grande implantation dans le monde, avant la France. On y mène à la fois des activités de production, mais aussi des activités de recherche et développement. Et on est sur un modèle complètement intégré, à savoir que 95% de ce que nous produisons en Chine est destiné au marché chinois. C'est-à-dire qu'on n'exporte pas, quasiment pas, en dehors de la Chine pour ce que l'on fait en Chine. Donc c'est vrai que cette diversité de partenaires et notre empreinte internationale, c'est vrai que ça nous donne une vision assez unique des transformations profondes que traverse la filière. Et ça nous place, c'est vrai, au cœur des enjeux de compétitivité de l'industrie automobile mondiale. Alors,
juste un point sur les grands domaines d'activité de Valeo. Ouais, juste si je peux me permettre, Aziz, je crois que les slides pourraient être mises en mode affichage plein écran. Ah, ça l'est pas, pardon, je n'ai pas vu. Alors, c'est mieux comme ça? Là, c'est mieux, ouais, beaucoup mieux, beaucoup je suis mieux. confus. Pardon, j'avais pas remarqué. Merci beaucoup. Non, pas de souci. Je suis pas habitué à cet outil en fait. Donc, comme je le disais, il y a 3 grandes divisions au sein de Valeo, c'est-à-dire et une activité de service en fait qui est importante également. Mais la première, qui est essentielle, qui est le cœur en fait de l'entreprise, qui représente 50% de notre chiffre d'affaires, c'est la division Power, qui est en charge de l'électrification et de la gestion thermique, où on développe en fait des solutions complètes pour accompagner la transition énergétique des véhicules. Pour la petite histoire, Valeo a complètement changé de modèle économique, plutôt d'outils industriels dès 2009 et a pris la voie de l'électrique bien avant que celle-ci ne soit adoptée de manière générale dans la décennie qui a suivi. La deuxième division, qui est la division, j'ai envie de dire, du futur, quasiment, puisque c'est la division Brain, qui est à la pointe en fait, des systèmes d'aide à la conduite et des logiciels embarqués. Donc, on travaille maintenant sur les véhicules définis par le logiciel, qui est vraiment l'un des grands axes d'évolution de l'industrie automobile qui mènera, in fine, aux véhicules autonomes dans les années à venir. Et on a également une division qui est la division Lighting. Là, on est leader mondial complètement de l'éclairage, à la fois pour la visibilité, la sécurité, mais aussi l'expérience à bord. Et enfin, on est notamment connu auprès du public pour l'activité aftermarket service, puisque en fait, on travaille notamment avec des concessionnaires et de la prévente pour les indépendants sur certains produits. Et ça représente environ 20% de notre chiffre d'affaires. Alors, en combinant ces domaines, Valeo couvre en fait les grandes transformations technologiques de l'automobile actuellement, à savoir l'électrification, la digitalisation, la sécurité et l'expérience utilisateur. Alors, une slide qui est pour moi importante et c'est ma préférée en fait, parce que c'est le cœur du succès de notre groupe, c'est la R&D. Puisque chaque année, on investit plus de 2 milliards d'euros en recherche et développement. C'est 10% de nos ventes, autrement dit, et c'est le double de la moyenne de nos concurrents. On a 20 000 ingénieurs R&D au sein du groupe, c'est-à-dire une personne sur 5. Et donc, tous les ans, on dépose environ 1600 brevets. On est parmi les top 3 des déposants à l'INPI et on est le premier déposant à l'Office européen des brevets. Donc, on dispose actuellement de 33 000 brevets actifs et c'est vraiment cette capacité d'innovation qui fait la richesse du groupe. Alors, comme je vous disais, sur la partie, dans une deuxième partie, je voulais juste parler brièvement du contexte de crise pour l'industrie automobile. Donc, on traverse une crise de compétitivité d'une ampleur absolument inédite. Le déficit, en 2024, il faut voir le déficit de l'Union européenne avec la Chine sur les pièces automobiles a atteint 1,6 milliard d'euros et même 7,6 milliards d'euros si on exclut l'Allemagne. Aujourd'hui, l'industrie automobile européenne vit sa plus grande transformation, à savoir, enfin, même de son histoire, à savoir c'est le passage du véhicule thermique classique qu'on connaît depuis des dizaines d'années à un véhicule certes électrique, mais également connecté et qui devient autonome. Mais c'est une mutation qui se fait dans un contexte de désavantage compétitif qui est majeur. C'est vrai que les problèmes sont très, très nombreux. Bon, d'abord, il y a une demande qui est très faible au sein de l'Union européenne pour l'automobile. Ensuite, les coûts de production en Europe sont beaucoup plus élevés que chez nos concurrents, qu'il s'agisse de l'énergie, de la main-d'œuvre ou des matières premières. La filière est aussi confrontée à des chaînes d'approvisionnement fragilisées, notamment depuis la pandémie et maintenant avec les tensions géopolitiques à travers le monde. À cela s'ajoute un environnement réglementaire
très exigeant, ce qui pèse lourdement sur la compétitivité. Et enfin, d'autres grandes régions du monde ont adopté des politiques industrielles offensives pour soutenir leurs champions. Je pense à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis et comme ça vient d'être évoqué, les interventions massives du gouvernement chinois. Donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un écart compétitif, enfin on est sur un écart de compétitivité croissant qui est en moyenne environ de 25% de coût en plus par rapport à la Chine pour un produit donné dans notre secteur, ce qui est assez, qui est vraiment substantiel. Et comme on vient de le dire aussi, la part des véhicules produits en Chine sur le marché européen, notamment sur les voitures électriques, atteint maintenant près de 30%, tandis que en parallèle, de nombreux équipementiers européens voient leur marge s'effondrer et un quart d'entre nous, opèrent à perte. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une question économique, mais c'est aussi une véritable question de souveraineté industrielle pour l'Europe et un défi social et territorial qui est majeur. Et juste un point sur les droits de douane. À notre sens, les droits de douane se révèlent largement inefficaces. Sans mesures structurelles, l'industrie européenne risque de voir sa valeur ajoutée se délocaliser, non seulement sur les véhicules finis, mais aussi sur les composants. Et évidemment, les équipementiers en sont les premières victimes, car contrairement aux constructeurs qui bénéficient d'une protection tarifaire, nous n'avons pas droit à cette protection. Résultat, les constructeurs non seulement nous dessourcent, fréquemment au profit des fournisseurs chinois, uniquement pour réduire leurs coûts, mais pire encore, certains constructeurs chinois, comme on vient de le dire, s'implantent désormais en Europe et ils contournent ainsi les barrières douanières, tout en continuant à importer massivement leurs composants depuis la Chine. Donc, in fine, la chaîne de valeur s'érode et les équipementiers en première ligne perdent sur tous les tableaux, en volume, en compétences, en emploi. Pourtant, il faut rappeler un fait essentiel. 75% de la valeur ajoutée provient des équipementiers dans une automobile, contre 25% pour les constructeurs. Certes, les équipementiers, nous sommes moins visibles, mais sans nous, c'est vraiment tout le système qui s'écroule. Et donc là, face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a une réponse qu'on a portée, qu'on a apportée. Donc on n'a pas de volonté de se replier sur nous-mêmes, c'est pas dans notre nature ni dans notre business model. On a essayé de proposer une solution pour sortir par le haut, si je puis dire. Face à l'évolution des échanges internationaux et aux nouvelles règles de fait qui structurent le commerce mondial, on a, avec d'autres équipementiers européens, notre association industrielle qui s'appelle le CLEPA, les associations nationales comme la plateforme automobile, on a plaidé pour l'instauration d'un seuil minimal de contenu européen. Notre conviction, elle est simple. Les véhicules produits et vendus en Europe doivent intégrer une part significative de composants fabriqués en Europe. Donc, cette proposition, ce n'est pas du protectionnisme dogmatique. Au contraire, c'est du libre-échangisme pragmatique, car elle vise à préserver l'emploi, les savoir-faire, à donner à la filière le temps de regagner en compétitivité et à renforcer la résilience et la souveraineté technologique de l'écosystème automobile européen. Et donc, en fait, pour étayer cette démarche, on a demandé au CLEPA, enfin plutôt le CLEPA, qui est notre association industrielle, a mandaté Roland Berger, le cabinet, pour réaliser une étude sur le sujet. Et celle-ci met en lumière plusieurs constats préoccupants. Aujourd'hui, comme je le disais, l'industrie des composants représente 75 à 80% en fait, de la valeur ajoutée d'un véhicule. Pourtant, elle ne bénéficie en Europe que de très peu de mesures de protection. Et ça, vraiment, je tiens à le répéter. Et pour aller à l'essentiel sur l'étude, on peut le voir sur la slide, en fait, l'étude identifie qu'il existe un risque d'écart de coût de 15 à 35% entre l'Europe et la Chine. Et si rien n'est fait,
dans les 5 années à venir, c'est à peu près 60% de la valeur des voitures thermiques et 70% de celles des voitures électriques qui sont menacées et risquent de se voir délocalisées. Alors, les conséquences sont délétères. Oui, délétères. C'est parce que c'est rien d'effet, comme je le disais, c'est jusqu'à 24% de la valeur ajoutée de la filière en Europe qui pourrait disparaître. Ça représente 300 à 350 000 emplois. À l'horizon 2035, la valeur créée en Europe pourrait reculer de 20 à 30% de plus. Donc, on ajoute 200 à 300 000 emplois à risque en plus. Au-delà du critique, en fait, cette situation devient dramatique. Pour en revenir au contenu local, notre proposition, donc, en fait, concrètement, comment ça marche? En fait, c'est une proposition qui fonctionne sur 2 jambes. D'abord, la première, qui est clé, à notre sens, c'est améliorer la compétitivité structurelle de l'Europe, à la fois par des soutiens aux coûts de production, des incitations fiscales, et également, une nouvelle idée qui est l'attractivité des investissements étrangers, mais sous condition de transfert de technologie. Et la deuxième, en parallèle, donc, on met en place des exigences de contenu minimal européen ou contenu local, c'est-à-dire qu'on définit un seuil de contenu européen par véhicule d'environ 75 à 80%, et on met en place un système de bonus-malus pour les acheteurs et les flottes afin d'inciter à acheter made in Europe. Et enfin on s'inspire de ce qui se fait à l'international, comme l'Inflation Reduction Act pour les États-Unis ou l'USMCA, c'est l'ALENA V2 qui est sur l'Amérique du Nord. Et donc, en fait, c'est vraiment cette combinaison entre compétitivité et protection qui est la seule capable d'éviter une perte massive de valeur. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? La dynamique, en fait, est engagée. Il y a eu un dialogue stratégique qui a été lancé le 30 janvier 2025 entre l'industrie et la présidente de la Commission européenne. En mars 2025, la Commission a présenté un plan d'action pour l'automobile qui mentionne explicitement le contenu local. Et en même temps, il y a eu 3 réunions majeures qui se sont tenues avec des commissaires européens sur le sujet. Donc, au fil des mois, on a mobilisé à la fois les équipementiers français, puis on a élargi progressivement notre front de soutien à Stellantis et Renault, et les équipementiers italiens, polonais, espagnols et pour une large part allemands. Les conclusions de l'étude dont je viens de vous donner les grandes lignes ont été présentées à Bruxelles le 12 septembre dernier lors du dialogue stratégique autour de Mme von der Leyen. Et d'ailleurs, un pas décisif a été franchi à l'occasion de cette réunion, puisque le principe d'un contenu minimum figure dans ce qu'on appelle la boîte à outils de relance du secteur et fera l'objet d'une étude approfondie d'ici à décembre. Donc, en fait, la prochaine étape pour nous, ça reste de convaincre le gouvernement allemand de la pertinence de cette mesure de sauvegarde qui introduit une préférence européenne ciblée, parfois en tension avec la tradition libre-échangiste de nos partenaires. Ce sera une étape clé pour sceller l'avenir de cette proposition et ouvrir la voie à un processus législatif rapide. Donc, en fait, juste en conclusion, peut-être juste 3 points. 1, l'Europe est dans une bataille décisive pour sa souveraineté industrielle. Si on ne fait rien, nous perdons un quart de notre valeur ajoutée et des centaines de milliers d'emplois rien que dans les 5 années qui viennent. 2, Valeo, aux côtés de l'ensemble de la filière, propose une réponse concrète. Le contenu local, c'est réaliste, compatible avec les règles du commerce international et déjà pratiqué par nos principaux concurrents aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Indonésie ou encore en Thaïlande. Et il faut agir vite et avec détermination parce qu'il ne s'agit pas de fermer l'Europe, en fait, mais de recréer les conditions d'une concurrence loyale et de donner à l'industrie les moyens de rester leader mondial dans l'innovation et la mobilité durable. Voilà. Merci, Aziz, pour ce panorama de l'industrie équipementière de Valeo.
et puis surtout de ce mouvement avec une présentation à la Commission le 12 septembre dernier pour la mise en place d'un contenu local. Nous allons avoir maintenant un moment d'échange pour les questions et je vous invite à en poser. Je propose de lancer la première question. Elle s'adresse à Aziz. Est-ce qu'on a un retour sur la manière dont le 12 septembre, cette proposition a été reçue du côté de Bruxelles? Oui. Enfin, en fait, donc on a présenté ces éléments, enfin c'était quasiment en conclave avec à peu près, je crois qu'il y avait 22 CEO à la fois de l'automobile européenne et des équipementiers, avec Madame von der Leyen et certains commissaires. Justement, enfin, la victoire du 12, ça a été que la Commission a pris en compte cet élément comme dans sa boîte à outils. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être étudié, qui va avancer, et in fine, qui sera en théorie traduit par des actes législatifs. Le sujet, la nature de l'acte législatif et ce qu'on met dedans. Mais bon, l'idée déjà a été validée. Ok, très bien. Le mouvement est amorcé. Reste à voir sa mise en œuvre, sa concrétisation. Très bien. On a une question de Nicolas Audier. La main à lever. Vous avez la parole, Nicolas. Avant, c'était Stéphane. Stéphane avait été le Oh, premier. Stéphane est co-organisateur, donc on va commencer par vous, Nicolas. Ah bon, d'accord, très bien. Écoutez, Ouais. Merci. Bonjour à tout le monde. J'avais une question, alors je ne sais pas qui peut répondre, je ne sais pas si c'est vous, Aziz, ou Philippe, ou Carole, mais j'en étais resté sur la taxe carbone. Et j'ai souvenir, d'ailleurs, d'avoir assisté à des séminaires avec vous, avec la fabrique de l'exportation, que la taxe carbone avait vocation à égaliser les coûts de production entre une entreprise européenne produisant en Europe avec celles qui produisent hors de l'Europe, donc de la Chine. Et j'avais cru comprendre que ça allait fonctionner. Alors évidemment, ce n'est pas le cas, parce que là, on parle des droits anti-dumping, mais on n'a pas parlé des droits carbone. Donc, où on en est actuellement sur le sujet? Je ne sais pas qui peut répondre. Alors, c'est un sujet qui dévie un petit peu de je dirais. Non, pas tellement, parce qu'en fait, j'avais assisté à des colloques avec Renault, Peugeot, etc., enfin, avec tous les grands producteurs européens, allemands et français, et eux disaient que la solution pour les exportations de véhicules électriques de Chine en Europe, c'était la taxe carbone. Et la taxe carbone, on partait du point zéro, c'est-à-dire en fait quasiment la production du véhicule, s'assurer que l'usine qui a produit le véhicule en Chine réponde à toutes les questions d'environnement, etc., jusqu'à le véhicule lui-même, de façon à ce que le prix soit comparable, qu'il y ait un prix de marché. Mais ce n'est pas le droit anti-dumping, mais là, visiblement, on n'en a pas parlé. Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou pas. Donc la question serait, l'intégration de l'impact carbone suffit-elle à réduire un peu l'écart concurrentiel? Ok. Alors, équipement ou secteur des équipements ou secteur automobile, qui souhaite répondre? Alors, sans prendre la parole à Aziz, qui pourra compléter, peut-être seulement rappeler que depuis le 1er juillet 2025, il y a un décret qui est paru, et en l'occurrence, c'est un décret qui ne touche que la France, puisque là encore, on se rend compte que même par rapport à ce qui a été précisé sur le cas de Stellantis qui a abandonné la production de la Leapmotor en Pologne, c'est uniquement une réaction au bonus français et non pas une réaction de l'Union européenne. Parce que comme l'a souligné Aziz, malheureusement, l'Union européenne parfois fait l'économie de ne pas parler d'une voie unique pour l'Union européenne et laisse, on va dire, chacun des protagonistes se débrouiller de la situation. Alors la France s'en est débrouillée dans un premier temps avec l'arrêté dont j'ai parlé tout à l'heure du 23 janvier 2025, mais il y en a un autre qui est paru le 1er juillet 2025, qui est le score environnemental, qui tient compte du bilan carbone et qui permet dans le texte d'identifier, je peux vous le dire, le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé pour au moins de 70% de sa valeur de l'empreinte carbone de la version considérée sur les étapes du cycle de vie du véhicule précédant son utilisation sur la route, c'est-à-dire sur la partie production. Ça, c'est paru au journal officiel le 1er juillet 2025. Mais est-ce que les véhicules chinois sont impactés par la taxe carbone? Ça, je ne comprends pas. C'est tous les véhicules qui sont importés dans l'Union européenne. D'accord. Est-ce que ça fonctionne déjà?
Depuis le 1er juillet 2025, j'avoue que nous n'avons pas de retour. Mais non, mais c'est très important, vous avez raison de le signaler. Il faudrait là encore qu'on puisse avoir une lecture rapide, parce que comme l'a signalé Aziz, c'est notre réactivité au sein de l'Union européenne qui pourra être mise en cause. Il faut vraiment que la réaction soit rapide et efficace, parce que sinon c'est toujours un texte sur un texte. Et là encore, le fait de décrypter le texte n'est pas, on va dire, apprécié par chacun des protagonistes de la même manière. Et ce texte-là, vous l'avez à disposition, il s'appelle EcoScore 2025, c'est une remise à jour de l'article D251. C'est l'article D251-1. Voilà, je laisse la parole à Aziz s'il veut compléter. Sans être un grand spécialiste du sujet, je pense que vous faites aussi référence au CBAM, non, au Carbon Border Adjustment Mechanism. Oui, c'est ça. Qui vise précisément à réduire l'écart de compétitivité lié au coût de carbone entre les pays soumis à l'ETS, et qui est le système d'échange de quotas, et leurs concurrents étrangers. C'est vrai que, dans mon souvenir, en théorie, des importateurs de certains, ça fonctionne, des importateurs de certains produits à forte intensité carbone doivent acheter des certificats CBAM équivalent au prix du CO2 qu'auraient payé les producteurs européens s'ils étaient soumis à l'ETS, et le prix du certificat indexé sur un cours moyen. Donc théoriquement, ça devrait créer une parité de traitement qu'un produit soit fabriqué en Europe ou importé, mais en pratique, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais en pratique, même si ça devait égaliser les coûts, il y a des limites à la fois sur le champ d'application qui est restreint. Par exemple, les pièces automobiles ne sont pas inclus. Et puis, certains pays exportateurs pourraient subventionner ou adapter leur prix pour compenser. Donc, c'est un système assez lourd, très complexe et vraiment parfait en théorie, mais imparfait dans la pratique. Oui, mais c'est ça, je ne comprends pas, parce que en fait, on n'aura jamais un level playing field entre les sociétés européennes et les sociétés étrangères, et évidemment chinoises. On impose à Renault, à Mercedes, aux grands constructeurs européens des normes d'environnement qui sont colossales, qui sont hors de prix, qui sont colossales. Stellantis l'a dit plusieurs fois, alors qu'on n'impose pas ces normes aux Chinois qui exportent leurs véhicules en Europe. Donc, je veux dire, le droit du dumping, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le droit du dumping, c'est simplement pour cacher pour répondre aux questions d'aide locale chinoise, les impôts, les taxes sur les salaires, etc. Mais on ne peut pas mettre des sociétés. Je veux dire, c'est un vrai sujet. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de ça. C'est ça le sujet. Je veux dire, Stellantis nous a dit plusieurs fois, on est mort si on n'impose pas des critères d'environnement aux sociétés chinoises qui exportent leurs produits en France. Enfin, c'est le principe du contenu local. C'est-à-dire, si vous voulez faire du business en Europe, il faut que, par exemple, une voiture, n'importe laquelle, soit à 75% faite de produits européens. In fine, cela signifie que l'entreprise est implantée en Europe et respecte. Oui, mais ça, c'est la part locale. Non, mais ça, je sais, c'est la part locale. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je ne parle pas de la part locale, je parle de la part du produit, in fine, produit en Chine. S'il ne répond pas aux critères d'environnement européens, on ne sera jamais compétitif. Enfin, ça ne peut pas être possible. Alors, ça c'est une remarque qui peut être élargie à d'autres secteurs d'activité, alimentaire. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, c'est assez général, malheureusement. Textile. Textile. Il y a le coût de la main-d'œuvre et il y a effectivement les conditions de production hors coût du travail. Autre question, autre remarque? Qui souhaite? Bruno Aman, bienvenue Bruno. Merci. Oui, juste une remarque qui fait le lien avec ce qui vient d'être dit et les deux présentations. On est monté dans l'angoisse avec les deux présentations. Je vais rajouter un autre élément d'angoisse, puisqu'on faisait allusion à Stellantis, sauf erreur, qui marche sur deux pieds avec Leapmotor. Et lié à ça, il y a quand même une marge qui est assez importante pour les constructeurs chinois, même si on leur impose des contraintes. Il y a une enquête journalistique qui a été faite en 2023 et 2024 qui compare les prix des voitures chinoises vendues en Chine et le prix des modèles vendus en Europe. En gros,
la culbute, elle est entre 97 et 120%. Et c'est-à-dire que Leapmotor, qui est... Philippe avait parlé de la T03, sauf erreur, elle est vendue en Chine pour le modèle le mieux équipé, un peu moins de 10 000 euros, l'équivalent d'un peu moins de 10 000 euros. Et en France, elle est entre 18 et 19 000 euros. C'est-à-dire qu'on peut imposer de la marge, on peut imposer des contraintes, mais les coûts d'adaptation aux normes, bon, il y a quand même beaucoup de marge pour ces véhicules chinois. Ok. Oui, Carole, on ne t'entend pas, Carole, non? Ou tu veux participer? Non, pour aller dans le sens de ce que Bruno Hamann vient de signaler, il est vrai qu'aujourd'hui, le niveau de marge que réalisent les constructeurs chinois est tel, parce que c'est vrai que l'étude dont il vient de parler sur le prix de vente des véhicules électriques en Chine est quand même assez dithyrambique au regard de ce que nous pouvons connaître. Et là encore, ça laisse une marge d'opérabilité aux constructeurs chinois pour pouvoir inonder ce qui a été dit en préambule, l'article du Monde, la déferlante chinoise. Alors, déferlante chinoise qui peut-être aura quand même quelques limites, c'est qu'il y a aussi un ralentissement du marché automobile en Chine qui est relativement important cette année, et là encore des stocks et surstocks qui commencent à grandir. Alors, on ne fait pas beaucoup mieux en France, puisque Stellantis annonce mettre un certain nombre de ses usines en sommeil pendant quelques mois, ou au chômage technique, pour éviter les surstocks. Mais là encore, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, peut-être qu'aujourd'hui, au regard de ce qui a été présenté par Aziz, il y a aussi une prise de conscience de l'Union européenne à peut-être, elle aussi, être en capacité de subventionner son industrie pour lui permettre éventuellement de pouvoir contrer de façon plus significative la Chine qu'avec des droits anti-dumping. Oui, on est sur, pour la partie électrique, ça me rappelle tout ce que vous décrivez, le protectionnisme éducateur un peu de l'IST, c'est-à-dire si on veut grandir ou se défendre, bah, il faut laisser le temps à nos industriels de se mettre à niveau. C'est un peu ça qui ressort d'également ce qu'a pu dire Aziz avec la modernisation et le gain en compétitivité des équipementiers. Absolument, mais les aider dans ce sens, soit avec des moyens financiers, soit avec une réglementation qui leur soit favorable. Je peux rajouter quelque chose à ce que j'ai dit, c'est qu'au niveau des équipements, on a un constructeur comme BYD qui a annoncé qu'ils allaient mettre dans tous leurs modèles ce qu'ils appellent God Eye, qui est les moyens d'autopilote un petit peu qui ne sont disponibles qu'en option majeure sur des véhicules, y compris Tesla. Donc là, la marge est grande. Absolument. Et d'ailleurs, enfin, on ne peut pas le repasser maintenant, mais tout à l'heure, la présentation qui était faite des liens entre les différents constructeurs de véhicules chinois et occidentaux, on a oublié de préciser que sur la présentation, il y a aussi des fabricants de téléphones. Parce que la téléphonie aujourd'hui collabore à travers des startups avec des constructeurs chinois, de façon à pouvoir équiper encore plus facilement, comme vient de le préciser Bruno Hamann, les véhicules d'une technologie qui finalement est plus que jamais avant-gardiste au regard de ce que les constructeurs occidentaux sont capables de proposer, non pas parce qu'ils ne possèdent peut-être pas l'accessoire ou tout au moins l'application possible, mais par rapport au coût. Le coût est exorbitant en Europe alors qu'il est très peu significatif en Chine. Ok, j'aurais deux questions. Est-ce que l'OMC, alors on ne sait pas trop si lui aussi il est ou si elle est elle aussi en mort cérébrale, mais est-ce que l'OMC donne un peu plus de marge de manœuvre aujourd'hui pour des réactions un peu protectionnistes, y compris à notre faveur? Première question. Deuxièmement, que font les constructeurs américains face à ce phénomène-là? Sont-ils moins concernés parce qu'on électrifie moins aux États-Unis? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des pistes? Moi celui qui voudra ou qui pourra contribuer à l'OMC et le marché américain. Oui, enfin, moi, je peux avoir une réponse assez. Pour moi, c'est plutôt de praticien, c'est pas de théoricien, mais en l'espèce, l'OMC n'a pas vraiment évolué sur ce sujet-là. Enfin, il reste. Le règlement des différends travaille encore, mais il n'y a pas d'évolution en la matière. Ça reste assez libre-échangiste au sens le plus strict. Et voilà, enfin,
fondateur qui est. Donc, mais dans la pratique, on voit qu'en fait, tous les pays, notamment, comme je disais, la Chine, l'Inde, les États-Unis, pratiquent le contenu local. Ils font fi de la réalité du commerce international, enfin, ou du droit du commerce international. Personne ne les critique et nous sommes les derniers à ne pas le faire. Donc, en fait, nous, on joue un jeu donc personne ne respecte les règles. Forcément, on va perdre. Et pour la situation des constructeurs américains, comme à peu près les équipementiers, vu qu'on y est, on a 15 000 personnes aux États-Unis, ils sont en fait dans un marché dont on vient d'ériger en fait des grandes barrières comme ça, à la fois au sein de la USMCA, où il y a justement des demandes de contenu local pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir vendre des voitures sur ce marché-là, puis au sein des États-Unis, puisque ça a été fortement soutenu, notamment par l'administration Biden, avec la politique d'Inflation Reduction Act, pour soutenir en fait le développement local de l'industrie. Pour aller dans le sens d'Aziz, effectivement, on constate quand même que l'Inde et la Thaïlande imposent des transferts de technologie lorsqu'on veut vendre sur le marché local et de fortes incitations fiscales aussi pour s'implanter sur le marché local. Donc ça veut dire que les constructeurs ne peuvent pas se limiter à transférer un outil de production ou l'exportation de kits de véhicules sans rien offrir au pays. Ce que l'Europe n'est pas en capacité de faire, n'a pas la volonté de faire, en tout cas pour l'instant. Moi, je suis quand même assez inquiète de la présentation d'Aziz sur le devenir de la filière, bon, même si on en avait les prémices avec notre étude, mais quand on voit l'impact que ça a sur les équipementiers, c'est quand même très inquiétant. Oui, c'est vraiment effrayant. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est effrayant ce que vous avez dit, Aziz, sur l'avenir de l'industrie automobile en Europe. C'est effrayant. C'est une présentation de Roland Berger qui date de 10 jours. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez récent et c'est vraiment. Mais bon, c'est. Voilà. Est-ce que vous avez les chiffres sur le nombre de véhicules chinois vendus en Europe, enfin par rapport aux véhicules produits en Europe? Non, je ne crois pas. On m'avait dit qu'il y avait plus de 50% de véhicules électriques en Europe qui étaient chinois. Est-ce que c'est des chiffres qui sont fantaisistes ou pas? Ah non. Chaque chiffre que j'ai donné, c'est des chiffres très précis qui viennent d'études. Enfin, c'est quelque chose de carré. Je fabule pas. Mais c'est 30% de véhicules électriques, oui. Mais Nicolas, c'est les véhicules électriques. Mais comme l'a dit aussi Satedi, on voit que les Chinois arrivent de plus en plus sur vers l'hybride. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le pourcentage de véhicules chinois vendus en Europe dans la totalité des véhicules, c'est pas si important que ça. C'est que là, c'est la partie véhicule électrique. Okay. Et après, donc les Chinois, si j'ai bien compris, s'orientent aussi vers l'hybride et puis vers le thermique, puisqu'ils voient bien que on ne sera pas tout électrique en Europe. Oui, mais Renault, enfin les grands constructeurs européens électriques, je pense à Renault, à Stellantis, c'est pas facile pour eux de reprendre le marché du véhicule électrique en Europe. Enfin, c'est compliqué. C'est pas en donnant des primes régulièrement, là, des primes d'achat de véhicules électriques qu'on va trouver une solution. Et en plus, ces primes financent des sociétés chinoises. Enfin, c'est un truc de fou. On peut aussi. Alors là, c'est une autre remarque sur les producteurs automobiles que j'ai. C'est mon point de vue. Je pense pas que les constructeurs automobiles européens, d'ailleurs français, qui ne le sont plus vraiment d'ailleurs français, ont beaucoup, se sont énormément implantés à l'étranger. Et ils ont aussi, ils ont amené leurs équipementiers à l'étranger, mais ils ont aussi un peu poussé à l'étranger. Enfin, il y a une réflexion sur les constructeurs automobiles européens, aussi, je dirais, peut-être un peu regarder de ce qu'ils ont fait dans les années précédentes. Là, on est devenu, si on parle de Stellantis, on parle de Stellantis aujourd'hui, on ne parle pas de Peugeot. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on croit encore en France qu'on a une industrie automobile, mais je dirais, Stellantis s'intéresse à beaucoup d'autres choses que la zone de production France. Voilà, je laisse. J'ai une question. Quand vous avez mentionné, Philippe et Carole, que Tesla n'avait pas eu à faire de joint venture en Chine. Pourquoi? Est-ce parce qu'il est arrivé plus tard ou il est du lobbying ou de la négociation? Là, on lui a fichu la paix pour d'autres raisons. Je me suis posé.
Alors oui, cette question. Si on peut parler directement, je pense qu'il a fait une action de lobbying avec la Chine, parce qu'à l'époque, il y avait encore l'obligation de s'associer à un partenaire local pour transférer de la technologie, obligation qui a été levée quand même très récemment, parce que maintenant la technologie, elle est acquise pour la Chine. Donc oui, si on se parle directement, je pense qu'ils ont été assez puissants, assez malins, assez agiles, et puis peut-être assez financiers pour pouvoir créer une entreprise détenue à 100% par eux-mêmes, hein, et contourner cette obligation. C'est qu'a donné lieu quand même aussi, dans la même dynamique, à cette stratégie d'influence par rapport à l'enquête anti-subvention pour bénéficier d'un taux de droit anti-dumping qui est assez faible, qui est très faible par rapport aux autres. Hein. Ouais. OK. Une question, Jean-Christophe, à Jean-Philippe et à Carole. Tout à l'heure, vous avez parlé de subventions européennes, mais ces subventions pour aider, assister les constructeurs européens, mais cette subvention va être financée par qui? Oui, c'est le problème. Non, voilà, c'est la principale difficulté. Il faudrait que l'Union européenne ait une volonté de soutenir son industrie. Je dis bien l'Union européenne au sens large. Et en soutenant son industrie, de pouvoir trouver les fonds correspondants et les actions correspondantes qui vont permettre de soutenir cette industrie qui ne touche pas qu'un ou deux pays, elle touche malgré tout une majorité de pays industriels de l'Union européenne aujourd'hui. Non, mais ce sera financé par des taxes sur les produits importés ou sur les véhicules chinois importés en Europe. Ce sera financé ou simplement par le budget de l'État européen Alors, je pense qu'il faudrait qu'il y ait pour partie le budget de l'Europe, plus les taxes qui viennent compléter. Mais il faut qu'il y ait une partie du budget européen. Ça concerne tous les Européens, hein, cette industrie européenne. Donc, il faut qu'il y ait une partie du budget de l'Europe qui y contribue. Mais la difficulté, c'est la dissonance qu'il y a en Europe. Quand on voit que l'Allemagne, la Hongrie, pour ne citer que, se sont opposés à la mise en place de ces droits anti-dumping, ça risque d'être un peu compliqué d'avoir une voie unie pour mettre en place des dispositifs qui permettent de soutenir l'industrie automobile européenne. Hein. Puis je vais juste me compléter parce qu'on était hier, moi j'étais hier en contact avec un conseiller du cabinet d'un commissaire européen justement pour parler de la méthodologie de mise en place de la politique de contenu local, et le sujet en fait des subventions était sur la table en théorie, et enfin ça a été rayé d'un trait. Ça a dit non, pas question, il n'y a pas d'argent, on ne fera pas de subventions. Donc il faut être créatif. D'accord. Alors, ça m'amène à une autre question que j'avais pour Aziz, parce que moi, ce qui nous intéresserait aujourd'hui, c'est de savoir, on a parlé tout à l'heure des constructeurs, de Stellantis, et Stellantis représente de nombreuses marques. Parmi les marques de Stellantis, il y a Jeep et Chrysler. Les Jeeps sont fabriqués aujourd'hui en Italie, mais elles sont essentiellement vendues aux États-Unis. Quelle est la position d'un équipementier comme vous, qui aujourd'hui se trouve surtaxé lorsqu'il va faire en sorte que les Jeeps retournent aux États-Unis? Quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que vous avez été sollicité pour devoir faire des efforts quant à cette taxation Trump des véhicules qui sont produits en Europe? Pas à ma connaissance. Enfin, on va équiper, je ne sais pas si on équipe Jeep d'ailleurs, mais… Il me semble, pour partie, oui. Non, on n'a pas de… Enfin, moi, j'ai rien eu j'ai pas eu de contact sur ce sujet-là. Le sujet des barrières douanières de Trump nous affecte de manière très limitée, en fait, parce qu'on est très régionalisé. Et les coûts, en fait, nous impactent pas. En fait, quand je dis exporter, par exemple, depuis la France, on exporte en Allemagne, hein, on ne va pas exporter en Chine. Mais voilà. Mais on est très peu intervenu sur cette problématique. D'accord. Donc, merci pour la réponse. Ça nous montre qu'il y a certainement encore des recherches à conduire pour savoir comment aujourd'hui Stellantis réalise ses exportations aux États-Unis des véhicules Jeep fabriqués en Italie, qui normalement doivent être surtaxés de la taxe Trump, quoi, si on peut l'appeler ainsi. OK, 13h56. Nous avons tous des après-midi qui nous attendent. Une dernière question. Parmi les participants, on a déjà beaucoup échangé, c'est très bien. Je crois qu'il y avait tout à l'heure une question de Bruno Hamann qui avait levé la main.
Ouais, j'ai vu, mais la main a disparu. Est-ce qu'il Pardon. nous entend Oui, encore? elle disparaît automatiquement au bout d'un Bon, certain temps. parfait, il est Alors, c'était toujours là, en fait super. une ou deux remarques. Sur les constructeurs automobiles américains, ils sont extrêmement dépendants des fournisseurs chinois. C'est-à-dire que leur réaction est limitée. On l'a vu, hein, lorsque Donald Trump a lancé son idée d'une hausse modérée des droits de douane sur la Chine, c'est-à-dire de 150%. Très rapidement, la Chine a répondu en bloquant ce qu'on appelle les amants à terre rares qui interviennent dans les voitures. Et très rapidement, je crois que c'est General Motors qui a dû arrêter une chaîne de production de SUV. Et avec une montée au créneau de tous les constructeurs américains qui fait que on est revenu un petit peu en arrière quand même là-dessus dans les discussions. Donc ils sont extrêmement limités. Après, pour répondre un petit peu à l'interrogation de Philippe sur Valeo, enfin un équipementier et des véhicules, c'est le cas pour tous les véhicules, hein, y compris dans la zone, je veux dire Amérique au sens large, l'ALENA 2, là, j'avais lu une étude d'une association d'équipementiers américains qui disait qu'un piston de voiture thermique faisait 30 fois un aller-retour entre les États-Unis, le Mexique et le Canada pour son élaboration. Donc, en l'état actuel, à chaque fois, des droits de douane. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être s'atténuer parce que ça va devenir impossible à gérer. Mais il n'y a pas de réaction possible là, des constructeurs automobiles, sauf du lobbying, mais qui, aux États-Unis, marche assez bien. Ouais, je vous invite d'ailleurs pour ce sujet à revoir ou à lire la synthèse lorsqu'elle sera diffusée du webinaire du débat du commerce international, qui est l'autre format proposé par la Fabrique de l'exportation. C'était le 9 septembre dernier et Alain Bentejac a reçu Thierry Meyer, qui a parlé de l'effet des droits de douane Trump sur les chaînes de valeur de l'industrie automobile mondiale. Et on a des ponts avec les sujets qu'on discute aujourd'hui qui sont évidents. Il a mentionné évidemment ce sujet des allers-retours entre les États-Unis et les manufactures au Mexique. Avez-vous une dernière question avant que nous nous libérions ou Alors, peut-être seulement une précision à apporter. Ouais. Pas de Tesla tout à l'heure, quand vous avez demandé comment Tesla avait pu bénéficier Absolument. de cette capacité. Dans les recherches que nous avons pu conduire, on a observé aussi que Tesla fabrique ses batteries. Et en l'occurrence, ces batteries, il n'a pas souhaité, dans le cadre de ces usines de production, qu'elles puissent venir des États-Unis. Et il y a eu une négociation avec la Chine à ce moment-là pour que les batteries soient fabriquées sur place avec des composants dont on ne sait pas combien d'entre eux proviennent d'une production locale ou pas. Voilà, c'était pour donner l'information qui certainement a conduit la Chine à assouplir sa capacité à recevoir des usines de production qui appartiennent en totalité aux fabricants. Entendu. Un des éléments de la négociation qui a permis de... Ok, alors. Ok, très bien. Pas d'autres questions ou remarques? Non? Ok. Alors, grand merci, Carole et Philippe, pour cet aspect un peu plus, disons, stratégie micro ou niveau d'entreprise. Grand merci, Aziz, pour cette perspective un peu plus filière. Des équipementiers, on a vu à quel point les deux se complétaient très bien dans la mise en perspective parce qu'ils concernent un secteur d'activité. Alors, on n'a pas parlé des sous-traitants de rang 2 et 3 qui, eux, sont plus en spectateurs et à compter les points et à espérer que la pièce tombe du bon côté pour eux. Mais c'est vrai que ça représente beaucoup d'emplois et d'emplois en région, aussi en France, notamment pour les sous-traitants. Donc, c'est un sujet important. Merci à toutes et à tous. Le calendrier des événements à venir est disponible sur le site. On a notamment un événement en présentiel le 20 ou 19 octobre avec Pascal Lamy qui viendra nous donner, le lundi 20 octobre à Paris en présentiel, Pascal Lamy viendra donner sa vision des enjeux et des perspectives du commerce international. Et les autres événements sont en ligne sur le site de la Fabrique. Grand merci Carole, grand merci Philippe,
Merci Jean-Christophe, Aziz. merci monsieur. Merci. Boulet. À bientôt. Merci à la fabrique. Merci à tous. Merci, Merci Aziz, merci à tous. Au Au revoir. revoir, Carole. Au revoir, merci. Au revoir, Au Aziz. revoir. Au revoir. Au revoir, Jean-Christophe. Bonsoir. Au revoir à tous.